Bonsoir à tous, bienvenue dans cette 29e émission du Bistrot d'Allez le LOSC, l'émission des supporters du LOSC, proposée par le site Allez le LOSC et les Dogs du Net. Au sommaire cette semaine, en cette période de trêve estivale, il n'y a pas de trêve pour le bistrot, on va évoquer l'actualité du club qui se distingue en 3 parties. Tout d'abord, nous évoquerons la trêve internationale et nous essaierons de faire un premier bilan pour les Dogs sélectionnés, même si certains matchs se jouent ce soir ou demain soir. Ensuite, nous ouvrirons un débat. Quel LOSC dans la dernière ligne droite? À quelle place voit-on le LOSC terminer la saison? Et enfin, nous nous attarderons plus précisément sur la première étape de cette ligne droite, PSG-LOSC, un match annoncé capital. Cette semaine, nous avons un invité de marque, qui est déjà venu, d'ailleurs ça devient presque un pilier d'émission, c'est Adrien Bray, journaliste à France Bleu Nord, qui présente l'émission 100% Ch'ti tous les soirs du mardi au vendredi de 19h à 20h. Bonsoir Adrien. Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Ça va, je me suis pas trompé, j'ai bien tout donné, toutes les informations? C'est nickel, c'est bien. Alors, j'ai écouté le sommaire de l'émission de ce soir, je ne t'en parlerai pas. Je sais que tu as voulu concentrer ton savoir sur le LOSC pour le bistrot et je t'en remercie. Mais voilà. Alors, donc, bienvenue Adrien. Cette semaine au bistrot, nous avons une équipe de piliers, les piliers habituels, donc, qui commence par Georges. Bonsoir Georges, avec un magnifique poster derrière toi. Voilà, tout un souvenir, je crois que il doit y avoir une quarantaine d'années qui me séparent de cette équipe, quoi. Quarantaine d'années, c'est quasiment le double de l'âge de Baptiste. Bonsoir Baptiste, comment vas-tu? Ça va très bien, bonsoir à tous. J'ai travaillé mes enchaînements. Ensuite, nous avons Christophe qui revient. Donc Christophe qui n'aura pas de lettre après lui parce qu'il est le seul Christophe ce soir. Bonsoir Christophe. Bonsoir François, bonsoir tout le monde. Et vous ne le verrez pas. Ah si, on le voit cette semaine, pardon. Il est là, c'est Arnaud qui réalise l'émission et qui nous fera part notamment des remarques que vous pouvez faire en direct sur le chat de l'émission, donc la chaîne Twitch, ou sur les commentaires du Facebook qui diffuse également l'émission sur le groupe Allez le LOSC. Bonsoir Arnaud. Tout le monde. Alors, pour commencer cette émission, donc, je vous propose de nous attarder dans un premier temps sur la trêve internationale, donc qui dure 3 matchs cette fois-ci, avec beaucoup d'internationaux dans l'effectif du LOSC, donc un impact non négligeable. Alors, est-ce que vous savez me faire la liste des internationaux qui sont partis? Alors, on va commencer par Baptiste. Je sais qu'il d'habitude il prépare bien ses émissions. Il m'a confié qu'il n'avait pas trop regardé cette semaine. Alors, Baptiste, est-ce que tu peux me donner les internationaux déjà dans les équipes A, pour simplifier? Dans les équipes A, alors tout d'abord, il y a Burak Yilmaz, Youssouf Yazice et Zeki Selic, d'ailleurs qui pourrait être positif au Covid, donc peut-être absent face au PSG. On y reviendra tout à l'heure dans les incidences. On a, du côté du Portugal, on a Renato Sanchez et José Fonte. Oui. Ensuite, on a Mike Maignan avec l'équipe A, l'équipe de France. Et je crois qu'on a fini, si j'ai pas le bêtise, dans les équipes A du moins. Tout à fait. Adrien, tu valides? C'est bien ça, ouais. Puisque Reinildo n'est pas parti avec le Mozambique, donc c'est bon. Alors, nous avons également des sélectionnés dans les équipes espoirs. Je vais me tourner vers Christophe. Christophe, est-ce que tu as la liste des sélectionnés chez les espoirs? Je précise aux auditeurs, c'est complètement improvisé. Donc, oui. Non, à part nos 2 attaquants français, Bamba et Koné, non, j'avoue que au niveau des espoirs, non. Au niveau des espoirs, c'est désespoir. C'est désespoir total, oui. Georges, tu vas prendre le relais? Alors, de mémoire, parce que les espoirs, je les suis. Donc, il y a Soumaré, il y a Ikoné, il y a Pailadji, non. Si. On s'arrête aux espoirs, on va pas faire les U19, d'accord, oui. Donc, U15. Je vous fais la grâce de ça. Il y a Thiago Diallo, il y a Bradaric. Ouais. Et Botman, j'ai dit. Ouais. Mais je crois que c'est. Ouais, c'est. Le compte est bon. On peut s'applaudir, bravo. Alors,
Simplement, je voulais donc ouvrir le débat sur les internationaux. Après, on verra, équipe par équipe, ceux qui ont vraiment marqué le championnat. Que pensez-vous finalement d'une aussi longue absence et surtout d'un groupe qui est relativement restreint? Je crois qu'ils étaient moins d'une dizaine à l'entraînement cette semaine. Adrien, tu as eu l'info, je pense? Je ne sais pas exactement combien ils étaient, mais ils étaient plus nombreux, ils étaient moins nombreux que dans beaucoup de clubs. Il y a des clubs qui avaient des joueurs internationaux africains qui sont pas partis ou qui sont revenus un peu plus tôt. Il y a des clubs, vous l'avez vu avec Paris également, je pense, il y a 2 internationaux italiens qui sont revenus à Paris plus tôt que prévu pour se reposer ou être avec le groupe. Donc Lille est plus impacté que beaucoup d'équipes, mais après, c'est le calendrier international qui a changé selon moi directement. Donc après, que ce soit Lille ou d'autres équipes, le calendrier est infernal et surtout insensé. Quelqu'un a un avis sur la question? Baptiste, tu veux intervenir? Ouais, je voulais dire que normalement, selon des infos, ils sont 9 à être professionnels et donc à jouer actuellement aux entraînements. Et donc, du coup, il y a des jeunes qui sont venus en effectif professionnel. Je pense à Ismaël Boulekcha, il y a... Qui est en international. Ouais, il a fait un match contre Caen il y a 2 jours. C'est ça, et buteur d'ailleurs, mais qui est revenu aujourd'hui. J'ai vu Timothy Weah, j'ai vu Nassim Innocenti, il me semble, sur les stories du LOSC Live. Donc, ils sont 9, entre guillemets, vrais professionnels à s'être entraînés aujourd'hui. Alors, quel intérêt aller en sélection? Parce qu'il y en a certains qui jouent. On va parler tout à l'heure des matchs parfois significatifs de Burak Elmaz, de José Fonte, mais il y a beaucoup de joueurs qui ne jouent pas du tout. Mike Maignan est remplaçant, il est abonné au banc. Il y a d'autres joueurs qui ne font que participer de façon très épisodique. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu tout faire pour les garder plutôt que de les laisser partir? Georges, tu penses quoi de ces sélections qui viennent un peu parasiter finalement la préparation du LOSC dans ces 2 semaines? Moi, je pense que c'est aussi un petit peu la rançon de la gloire. Quand on faisait référence au groupe qui était derrière moi, j'ai quand même vécu avec un LOSC où pendant 30 ans, on n'a pas eu d'internationaux en équipe de France, où on se plaignait de ne pas en avoir. Donc, voilà, ça relève quand même un petit peu de ce qui est devenu l'équipe. Je pense que quand on est un grand club, c'est le genre d'aléa qu'on est amené à assumer de façon régulière. Donc, moi, il y a l'insatisfaction. Après, surtout dans le cas Maignan, je pense qu'on sait pertinemment que même si c'est pas l'homme du présent pour cette équipe de France, Maignan est promis un bel avenir en équipe de France. Aujourd'hui, la seule attente, c'est que les 2 trentenaires qui sont devant lui, enfin le trentenaire qui est devant lui, parce que tient sa révérence. Et puis je pense qu'à partir de là, on se posera plus la question de savoir s'il y va pour rien, quoi. Alors, sur les joueurs qui sont partis en sélection, il y a notamment un joueur qui a crevé l'écran sur son premier match. Adrien, c'est Burak Elmaz. On a vu qu'il était revenu dans les derniers matchs au LOSC dans plutôt de bonnes conditions physiques, même s'il n'a pas eu beaucoup de réussite contre Paris Saint-Germain en Coupe de France. Là, visiblement, il reprend du poil de la bête, hein. Écoute, moi, on m'a dit qu'il ne pouvait pas enchaîner les matchs. Je crois qu'il en a 4 d'affilée avec des rythmes tous les 3 jours. Donc, il y a un moment, encore une fois, je ne comprends pas la logique avec les sélections. Il n'y a pas d'accord avec la sélection turque pour dire vous ne le faites jouer qu'un match en tant que titulaire et puis à la rigueur, après, vous nous le laissez revenir quelques jours plus tôt. Ou là, il va encore enchaîner, coup d'envoi dans quelques minutes, il va encore enchaîner un match international aujourd'hui, le 3e en 1 semaine. La dernière fois qu'il a fait ça, il s'est blessé, on l'a perdu pendant 3 mois. Donc, je comprends pas. Très bien pour lui, hein, même si son triplé de la semaine dernière est à relativiser parce qu'il y a un penalty et il y a un tir bien contré par un défenseur. Il met un beau coup franc, certes, mais je comprends pas les temps de jeu, en fait, la gestion des temps de jeu de chacun. Quand je vois l'équipe de France qui tourne beaucoup face au Kazakhstan en milieu de semaine et qu'on voit la Turquie qui enchaîne avec Yazidche qui est pas bon à Lille. En ce moment, Yilmaz qui n'arrive pas à enchaîner des matchs à Lille, mais avec la Turquie, quand c'est le brassard, il peut le faire. Et puis Selic après qui est forfait. Mais je comprends pas en fait le temps de jeu de chaque joueur.
Alors, sur le cas d'Yılmaz, c'est vrai qu'il a une renommée particulière. Il y a eu plusieurs interviews de ses anciens coéquipiers cette semaine. Je pense à Cheljoux qui insistait sur son aura, notamment en équipe nationale. Alors Christophe, tu vois comment, toi, le fait qu'il participe à ces 3 matchs d'affilée, il est encore titulaire ce soir. Finalement, Lille prend un gros risque, alors qu'on voit d'un autre côté les Parisiens comme disait Adrien, les Parisiens qui sont rentrés. Alors, ils sont annoncés blessés, mais on verra samedi si c'était des blessures diplomatiques ou si ce sont de réelles blessures. Apparemment, Verratti, c'est plus sérieux que Floranti, mais en tout cas, on jugera sur les faits samedi. Que penses-tu, toi, de cette situation où finalement les internationaux sont extrêmement sollicités par leur équipe nationale au détriment finalement du calendrier des échéances du LOSC? Quelle longue question. Oui, une aura, c'est très bien. Avoir une aura importante auprès de ses coéquipiers, c'est parfait. J'espère qu'il l'aura auprès du médecin et des infirmiers qui vont le soigner, parce que c'est comme ça que ça va finir. Voilà. Lui, il y a des gros risques. Burak, il y a de gros risques. Selic qui ne jouera pas. Enfin, c'est ingérable actuellement. Alors, c'est valable pour la Turquie, c'est valable pour les Français, c'est valable pour toutes ces nations comme ça. 3 matchs d'affilée en plein milieu d'une saison qui est compliquée, où il y a eu très très peu de préparation au final. Une saison longue. Alors après, l'absence, tu parlais tout à l'heure, est-ce que c'est intéressant pour nos joueurs qui sont la plupart du temps remplaçants? Bon, Maignan, je pense que de toute façon, le jour où il sera titulaire, il sera plus à Lille, carrément. Vu sa carrière actuellement, comment ça part, on parle tellement de lui. Et pour les autres, peut-être que justement, le fait d'être peut-être un petit peu en retrait, pas forcément sous pression avec le club, peut-être que justement, cette petite coupure va permettre de se régénérer, parce que je pense que l'équipe, c'est pas seulement physique, je pense que la tête a besoin aussi peut-être d'une petite coupure. Alors voilà, peut-être que d'avoir des matchs comme ça où ils sont un petit peu plus en retrait, pas forcément titulaires, à subir une grosse pression, va peut-être leur faire du bien, je sais pas. En tout cas, je l'espère, mais voilà. Mais inquiet physiquement, oui, forcément, pour ceux qui jouent, quand on regarde le match avec les espoirs qui jouent sur un synthétique, j'ai eu la trouille tout le match, enfin voilà. C'est criminel. Même si Lorient l'a plu, c'était les derniers, je crois, en France à avoir un terrain comme ça. Enfin, on peut pas jouer des matchs internationaux sur un terrain de cette qualité-là, avec des joueurs qui sont tous titulaires dans des grands clubs. Il faut s'en rendre compte. Maintenant, on parle des espoirs, mais ils ont quasiment, pour la plupart, fait des apparitions chez Léa. Donc, voilà, très très inquiet, oui. Et pour Burak, alors là, s'il finit à l'infirmerie, je serais vraiment pas étonné. J'ai essayé de faire une réponse aussi longue que ta question. Tu y es presque arrivé. Alors, c'est vrai que les enjeux pour un club comme Lille, ou les clubs en règle générale, alors je vois une remarque de Julien, qui d'habitude est avec nous, qui nous dit que c'est quand même appréciable, nous qui sommes des amoureux du football et opposés au football business, je refais une question assez longue, de voir des joueurs qui mettent en avant plutôt leur pays que leur employeur, finalement, j'emploie cette expression volontairement. Après, pour leur employeur et donc pour le LOSC, qui peut avoir des conséquences quand même assez désastreuses. Baptiste, tout à l'heure, tu évoquais le cas de Selic qui apparemment aurait été touché par le Covid. C'est-à-dire qu'on n'aura pas ce joueur pendant au moins une dizaine de jours, et sans compter les conséquences physiques qu'il peut avoir suite à cette maladie. Ouais, c'est ça. Donc, alors, juste une info. Donc, selon, entre guillemets, par rapport à ce que disent les médecins, donc il doit rattraper au domaine de Luchin, normalement, puisqu'avec la période d'incubation, etc., il doit rattraper au domaine de Luchin, qui, on sait, est très infecté par le Covid, puisque le centre de formation a dû fermer. Donc, on parlerait que Selic ait été touché par ce Covid, donc au domaine de Luchin, l'ait attrapé au domaine de Luchin. Après, bien sûr, il y aura des répercussions. Maintenant, en plus, pour se projeter sur le match du PSG, il faut se dire que Jérémy Pied est encore blessé. Alors, est-ce qu'il sera disponible, est-ce qu'il sera opérationnel pour le match du PSG? On ne sait pas, donc on devrait normalement se retrouver avec Thiago Diallo à droite normalement, ou alors pourquoi pas Reinildo ou Bradaric à droite, tout dépendra comment Christophe Galtier évoque le sujet. Thiago Diallo et Bradaric qui d'ailleurs sont déjà en sélection, donc ils ont déjà des minutes en plus par rapport à leur coéquipier. Est-ce que ce sera bénéfique ou non? Ça, faudra le voir. Adrien, à France Bleu, vous avez une confirmation du Covid de Selic, ou vous avez les mêmes informations que nous? Non, on a les mêmes pour le moment. On posera la question bien sûr à Christophe Galtier. Je pense que j'irai à la conférence de presse vendredi, donc je lui poserai la question. Mais
Mais je suis surpris qu'il l'ait eu au domaine de Luchin, parce que depuis le temps que c'était fermé pour les jeunes, je vois pas, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est pas du tout le seul au centre. Enfin, ça me paraît bizarre qu'il soit tout seul au domaine de Luchin à l'avoir eu bien longtemps après le, le centre de formation qui avait fermé. Enfin, quand ils disent Luchin, est-ce que c'est pas sur la métropole lilloise, quoi? Je connais pas Non, enfin, je veux dire, c'est pas nécessairement. En fait, il a attrapé avant d'aller en sélection. Ouais, ça peut être, ça peut être n'importe où ailleurs, quoi. Bon, on en saura plus au retour des avis médicaux, mais c'est vrai que c'est impactant. Alors pour le remplacement, tu citais Baptiste, Thiago Diallo et Bradaric. Bradaric, autant lui, il joue régulièrement avec les espoirs, autant Thiago Diallo a pris un abonnement avec le banc sur la sélection portugaise espoir. Donc il ne devrait pas revenir trop fatigué de son périple européen. Voilà, on a fait rapidement le tour finalement de cette trêve internationale, donc de ces dogs sélectionnés qui vont venir, on espère, dans une forme satisfaisante pour aborder cette dernière ligne droite. Nous pouvons passer à la deuxième partie de l'émission. Avec notamment quel LOSC pour cette dernière ligne droite, une question qu'on se pose après avoir vu finalement un LOSC plutôt conquérant en fin d'année 2020, un peu poussif, voire de plus en plus fébrile sur ce début d'année, une trêve internationale qui peut se relever salutaire. Donc comment ça va redémarrer avec effectivement un match contre le PSG qu'on abordera par la suite. Comment vous voyez cette fin de saison? Alors, on va commencer par Adrien. Peut-être que je sais que c'est un sujet que tu as déjà abordé dans ton émission, en interrogeant notamment quelques supporters lillois sur la place à laquelle ils voyaient terminer le club. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette fin de saison? Tu es confiant ou tu crains le pire pour le LOSC? Ça dépend les attentes. Je vais dire que pour le podium, je me suis jamais trop inquiété. En effet, la défaite face à Nîmes, elle remet un peu tout en question, même si je pense que Lille ne finira pas quatrième, donc il y aura la place en Ligue des Champions. Après, si vous mettez les attentes au niveau du titre, en ce moment, ça paraît plus compliqué d'y croire, surtout que, en plus de voir un Lille en difficulté ces dernières semaines, on voit surtout que le PSG est vraiment en train de choisir ses matchs. Et c'est pour ça que moi, je voulais pas d'un Lille-PSG en Coupe de France avant le match de championnat, parce que j'espérais que Paris rentre sur le terrain en Ligue 1 avec une espèce de confiance à l'extrême et qui se fasse surprendre par des Lillois assez cliniques. Malheureusement, ils ont déjà pris une leçon en Coupe de France, et, les Lillois. Et là, il y a un match face au PSG. Quand je vois ce qu'ils ont fait contre Lyon, je me dis qu'ils vont se réveiller de la même façon. Et qu'en jouant 1 heure, ils peuvent gagner le match, quoi. Donc, pour le titre, ça me paraît beaucoup plus compliqué, sauf s'il y a une victoire ce week-end, bien sûr. Baptiste, je te vois opiner du chef. Que penses-tu des chances lilloises avec un calendrier où, je le répète, il y a quand même pas mal d'opposition entre les 4 premiers, et il y a quelques équipes comme Metz ou Lens qui vont jouer les rôles d'arbitre et qui sont eux également confrontés à une compétition pour la 5e place. Ouais, c'est ça. Il y a déjà un Metz, un Lens, Lyon ce week-end. Donc on verra déjà si Lyon est revenu de sa claque face au PSG. Maintenant, le match face au PSG, entre guillemets, si on peut l'aborder, ça va être certes, comme l'a dit Adrien, très compliqué parce qu'on les a joués 2 semaines avant. Donc il y aura aussi cet avis, entre guillemets, les équipes maintenant se connaissent à peu près. Et c'est vrai que j'ai peur, si le PSG venait à jouer comme ils ont joué face à Lyon, ça me paraît très 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 compliqué. Maintenant, je pense qu'on peut essayer de les surprendre, pourquoi pas, et j'espère qu'on les surprendra avec un nouveau système de jeu, pourquoi pas, parce que le 4-4-2, c'est bien, mais il commence vraiment à fatiguer, par exemple face au bloc bas. Donc moi, j'espère, pourquoi pas, les surprendre avec, pourquoi pas, un nouveau système, pourquoi pas, je sais pas, un 3-4-2-1 comme on l'avait fait, ou un 1-2, comme on l'avait fait en Ligue des Champions l'année dernière, il y a 2 ans, et qui avait surpris un peu tout le monde. Georges, comment tu vois, toi, cette dernière ligne droite? Tu es plutôt confiant? Si on avait
dans une saison normale, je dirais oui. Le titre est sérieusement compromis, mais le podium est acquis. Là, je suis un petit peu plus sur mes réserves et pour l'aspect purement optimiste d'être champion et sur le côté 4e place parce que pour moi, le match de Nîmes remet quand même beaucoup de choses en question. Monaco revient à 4 points et Monaco est en trombe en ce moment. D'ailleurs, je me demande s'il ne faut pas plus redouter Monaco que Lyon dans la course au podium. Et par contre, Paris, oui, il y a eu le match de Lyon, mais Paris, c'est aussi le match de Nantes, c'est aussi les Gadins à Lorient. C'est une équipe, alors comme dit, elle choisit ses matchs, pas obligé que 3 jours après Lille, 3-4 jours, ils vont affronter le Bayern. Je sais pas, sincèrement, je pense que là, le pronostic est extrêmement compliqué. Moi, je mise beaucoup, en tout cas, j'espère avoir un retour en forme, un vrai retour en forme de Renato Sanchez, parce que je pense que c'est une des clés de cette fin de saison. Si on a un grand Renato, je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'a eu en octobre-novembre, on était intouchable. Bourak, oui, je vais croiser les doigts aussi pour qu'il lui arrive rien. Je pense qu'avec ces deux éléments-là et une équipe normalement rodée, on peut faire un truc, moi je pense que le titre est pas mort, même si évidemment Paris redevient le grand favori après la dernière journée, mais on n'est pas à l'abri d'un Gadin, je pense. Donc pour l'instant, on serait incapable de pronostiquer sur la dernière ligne droite. Christophe, alors titre, podium, comment tu vois la fin de saison? Est-ce que le match de Paris va être déterminant? Déterminant pour la place sur le podium, oui, je crois. Je suis vraiment de l'avis d'Adrien. Je ne les vois vraiment pas au niveau depuis fin décembre pour disputer quoi que ce soit avec Paris cette année. Ça va vraiment être trop compliqué. Il y a un niveau d'écart, comme on l'a vu en Coupe de France, comme le disait Adrien. Avoir la tête au Bayern, j'y crois pas non plus. Je crois qu'ils ont suffisamment d'avance, que ce soit physique, technique, sur le LOSC cette année encore pour pouvoir gérer, un peu à l'image de l'équipe de France qui, après son deuxième but, a géré totalement son dernier match. Je les crois vraiment capables de faire ce genre de prestation, mettre un premier but assez rapidement et un deuxième et gérer derrière et faire tourner. Enfin voilà, je les vois pas se rater comme contre Nantes, comme tu viens de l'évoquer. Hein. Il y a vraiment trop d'écart cette année. On est très très bien parti, hein. On l'a tous noté, mais depuis fin décembre, avec des victoires miraculeuses, il faut bien l'avouer, contre Reims, contre l'OM. Voilà, pour la première, j'y crois vraiment plus. Je ne sais même pas si j'y ai cru à un moment donné. C'est très bien, on a fait un super parcours. La deuxième place, ce serait vraiment mérité, je pense, sur notre prestation et sur la continuité de ce qu'on a fait l'année dernière avec la Ligue des Champions. Et j'espère la deuxième, en tout cas. Je t'entends, mais là, on ne parle pas d'un... je veux dire, dans un club normal, un gros club normal, type Bayern, il n'y a pas de suspense. Là, on parle quand même du Paris Saint-Germain, quoi. Un club où on sait qu'à tout moment, Neymar peut leur claquer dans les doigts, Mbappé peut faire un caprice. On est quand même sur un club qui a l'habitude quand même de se rater sur... Mais là, ils sont revenus sans Neymar, en fait. Oui, mais c'est même d'ailleurs... Pas là. Contre nous, leur force, c'est justement peut-être lors du match aller. Le 3-0, il est plus anecdotique pour mon groupe, mais le match aller, justement, je crois que la force du PSG au match aller contre nous, c'est d'avoir joué et sans Neymar et sans Mbappé, parce qu'ils défendaient à 10, ils défendaient à 11, ils attaquaient à 10. D'ailleurs, c'est au moment où Mbappé est rentré qu'on est devenu dangereux. C'est là que Yilmaz a la balle de hold-up, j'ai envie de dire que Kimpembe lui arrache des pieds, quoi. Donc, moi, c'est un peu ça, c'est qu'évidemment, comme je l'ai dit, le PSG est le grand favori. Comme j'ai dit, pour qu'on puisse, dans la dernière ligne droite, revenir à un très haut niveau, il y a la condition pour moi d'un Renato Sanchez et d'un Yilmaz au top de leur forme, pour qu'on retrouve à peu près le niveau qu'on avait en octobre-novembre. Maintenant, je le redis, Paris Saint-Germain est favori, mais ça reste le PSG, c'est-à-dire une accumulation de grands joueurs dans un petit club, quoi. Baptiste, je vois que tu as une réaction à nous voir pas si optimiste que d'habitude. Il faudra que tu branches ton micro. C'est vrai. Je disais, excusez-moi, la dernière fois qu'on a été pessimiste, c'est bien, on a gagné, donc continuons ainsi, c'est parfait. Alors Arnaud, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur à quelle place toi tu vois le LOSC? Alors on va bousculer un peu l'ordre du jour,
on va passer, ce qu'on a beaucoup parlé du match du PSG, je crois qu'on va rester là-dessus, et ensuite on terminera en analysant finalement le calendrier des 4 équipes, et notamment Monaco et Lyon. Donc Arnaud, qu'est-ce que tu as, à quelle place tu vois le LOSC en fin de saison? Est-ce que tu penses que Lille n'a pas de chance contre Paris, qui sont vraiment trop forts, ou est-ce que finalement tu te raccroches au match de Coupe de France, où certes le score était sévère, mais il y avait finalement assez peu de différence en équilibre de jeu, quoi. C'est l'expérience parisienne qui a payé finalement contre Lille. Je vois que tu aimes bien les questions assez longues, donc je vais essayer de faire un peu plus court que Christophe, mais bon, c'est pas ça. Non, allez, pour moi, je pense qu'on a perdu notre petit matelas qu'on avait depuis un petit bout de temps en perdant contre Nîmes. Là, tous les compteurs sont revenus à 0 quasiment. Parce que là on se retrouve à égalité avec le PSG, il y a Lyon et Monaco qui reviennent, surtout Monaco qui revient très très fort. Moi je suis comme Georges, j'ai très très peur de Monaco. Lyon, je pense qu'ils vont encore se planter sur quelques matchs. En plus ils doivent rencontrer le PSG aussi, ils doivent rencontrer Lille aussi. Mais c'est pas seulement ça. Moi je pense que ce match-là, samedi prochain, ce sera peut-être pas une finale, mais presque pour la première place. Si on fait nul, ce sera très bien. Si on le gagne, ce sera encore mieux. Si on le perd, je pense qu'on verra plus le PSG. Quasi sûr. Après, je sais pas, c'est vrai que le titre, on l'avait tous en tête à un moment donné. On se dit, parce qu'on était quasiment intouchable. On a que 3 défaites, je crois, depuis le début de saison. C'est pas énorme. Quand on regarde les autres, le premier, PSG, je crois qu'ils ont 7 ou 8 défaites. Lyon a 7 ou 8 défaites aussi. Nous, on n'en avait que 3. Donc on s'était dit, bon, on perd pas, on fait nul au pire. Donc on était intouchable. Mais non, on verra. Moi, si on est dans les 2 premiers, ce serait bien parce que c'est qualification en Ligue des Champions automatique. Parce que le 3e est toujours le tour préliminaire, et le tour préliminaire, on n'aime pas trop en France. Alors, pour rester sur ce match du PSG, est-ce qu'il est important de le gagner, ou est-ce qu'il ne serait pas simplement important de ne pas le perdre? Je rappelle que la même journée, il y a un Lens Lyon, et il y a un Metz-Monaco. Ça veut dire que... Alors, la dernière fois qu'on a fait du football fiction, ça s'est très mal passé. Hein, mais en tout cas, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, la victoire n'est pas assurée pour les 2 poursuivants. Est-ce que finalement, un nul, ce ne serait pas jouable à Paris? Qu'est-ce que Lille doit aller chercher au Parc des Princes? Alors, qui veut commencer sur le sujet? Georges, je vois, tu fais des grands yeux. Bah oui, parce que je suis encore dans l'incision. On va aller chercher des points à Paris. C'est sûr que le bilan comptable est compliqué. Si on perd, on a le risque de voir Monaco revenir à 1 point, Lyon revenir à égalité. Donc après, je veux dire, on aura quand même franchi l'obstacle de Paris. Pour ce qui est de la lutte dans le podium, ce sera fait. Mais donc, j'ai envie de dire, surtout après le match de Nîmes, je pense qu'à Paris, il faudra y aller pour se rassurer. Première des choses, c'est y aller pour se rassurer, parce que c'est vrai que... après, je pense qu'aller prendre 1 point à Paris, c'est faisable. On l'a fait à Monaco, et Monaco, c'était très costaud. On a su être très fort défensivement. Donc, se rassurer, je pense que prendre 1 point, je serais déjà très content, quoi. Adrien, toi qui n'a pas une vision de supporter, donc qui est peut-être certainement plus objectif que nous. On va affronter un Paris Saint-Germain concerné par la lutte pour la première place, bien évidemment, mais aussi un Paris Saint-Germain qui a eu plusieurs joueurs qui sont partis en sélection, même si certains sont revenus plus tôt, et surtout qu'il y a un match contre le Bayern qui est hyper important, parce que ça, c'est vraiment l'objectif majeur du club, quelques jours après. Est-ce que tu ne crois pas que dans ce contexte, Lille a sa petite chance? Non, par rapport au Bayern, je pense pas, parce que si Verratti est un peu souffrant face à Lille, tu mets Rafinha, je suis pas sûr que tu perdes au change. Il y a un moment, il y a juste un décalage d'effectifs. Si tout le monde est là à Paris, ça tourne bien, et ils peuvent jouer les 2 matchs sans aucun problème. Donc je pense qu'ils vont plutôt se reposer sur le match d'après où ils jouent Strasbourg. Et là, ils pourront faire tourner leur effectif. Mais là, ils vont aligner leurs meilleures équipes face à Lille et face au Bayern. Ça posera pas de soucis. Mais comme le disait Georges, il faut retrouver aussi les clés, il faut retrouver de la confiance, il faut retrouver le mécanisme qui a fonctionné en première partie de saison, qui là, en ce moment, ne fonctionne plus. C'est-à-dire que vous faites un entonnoir dans l'axe de la défense adverse, il n'y a plus personne qui écarte, parce que Reinildo, il ne peut pas non plus éliminer 3 joueurs quand il prend son couloir.
Selic a tendance à le prendre un peu trop, mais ses centres n'arrivent pas au bout. Donc je trouve que c'est plus retrouver ces clés-là. En fait, on est rentré dans un jeu très stéréotypé. Et en fait, plus personne n'arrive à surprendre. Alors, je ne sais pas si c'est de la fraîcheur physique ou de la fraîcheur mentale qui manque aux Lillois sur les derniers matchs, mais je trouve que c'est plutôt à ce niveau-là où il faut retrouver quelque chose plutôt que de compter sur un mauvais Paris Saint-Germain, en fait. Parce que Paris, on peut pas savoir avant s'ils vont jouer à leur vrai niveau et ils explosent toutes les équipes françaises, ou est-ce qu'ils vont jouer comme depuis le début de saison. Donc, je pense qu'il faut vraiment compter sur soi. Et on peut avoir un super match de Ligue 1 si on a le plus beau de la saison. Si on a un Lille qui est de retour, comme face à Lorient au match aller, comme face à Milan, dans ce genre de rendez-vous très important, comme face à l'OM pour moi, parce que dans le jeu, c'était bien ce qui était fait contre l'OM au match retour. Dans ces cas-là, on peut avoir un des plus beaux matchs de Ligue 1 si on a ce LOSC-là face au Paris Saint-Germain qui jouait contre Lyon il y a 10 jours. D'accord, donc pour toi, c'est plus, il faut retrouver une fraîcheur physique, tu parlais de fraîcheur mentale, voire même une fraîcheur tactique, peut-être sortir un peu du système de jeu traditionnel qui commence à être connu et su par tout le monde. Je pense qu'il est quand même bien, moi, ce schéma-là. Après, en début de saison, on a vu des moments dans certains matchs où on avait juste Benjamin André qui revenait avec les deux centraux et les deux latéraux montaient beaucoup plus. On ne le voit plus. Il n'y a plus un seul milieu de terrain qui revient aux côtés de Botman et José Fonte. Et ça pourrait être sympa d'avoir la patte de Benjamin André pour ouvrir un peu sur les côtés. Ça, on ne le voit plus. Mais bon, après, je pense que le 4-4-2 est adapté à l'effectif surtout. Plutôt que de s'adapter aux adversaires, on s'adapte à ce qu'on a nous. Je pense que le 4-4-2 actuel, c'est la bonne formule. Mais qu'il faut que chacun se trouve bien, en fait. Que ce soit Jonathan Iconé, qui est une fois attaquant, une fois ailier droit, que ce soit milieu de terrain, où on ne sait plus qui doit faire la différence, et Renato, qui revient toujours 20 mètres trop bas pour récupérer des ballons alors qu'il n'en fait rien. Je trouve qu'il y a un positionnement qui est maladroit ces derniers temps, et je pense que le 4-4-2 actuel, dans ce format-là, il est toujours la bonne solution pour les Lillois, à eux de retrouver un peu les automatismes, et ce côté où on accepte de lâcher le ballon pour son coéquipier, même si on ne brille pas. Après, ça c'est un avis sur certains joueurs qui grattent un peu trop le ballon. Christophe, tu rejoins cet avis-là ou tu as un avis un peu différent sur, Non, je suis assez d'accord avec Adrien. Et d'autant plus que changer le schéma, j'y crois absolument pas. Je pense pas que ce soit dans l'état d'esprit de Galtier, et surtout avec un effectif où, comme on disait tout à l'heure, il va travailler quoi là sur un schéma avec quel joueur? Il n'en a pas sous la main de toute façon. Ils vont rentrer tous quelques heures avant le match parce que c'est quelques heures au final. J'y crois pas du tout. Non. Changer là, il l'a pas fait contre les derniers matchs. Enfin voilà, contre Nîmes. Pourquoi il le ferait contre Paris? Non, j'y crois absolument pas. Après Paris, juste pour revenir sur le match du Bayern, qui vient de perdre Lewandowski, attention au match de Strasbourg parce qu'ils ont un Jorque. Hein. Et là, attention, ça fait plus peur que Lewandowski. Et d'ailleurs, si on reste un peu dans la plaisanterie, je ne sais pas si Lewandowski va être remplacé par Choupo-Moting, mais déjà sur Twitter, on annonce quand même l'élimination du PSG par un doublé de Choupo-Moting, ça va faire grincer certaines dents. Arnaud, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a des questions ou des avis sur le sujet, sur les réseaux sociaux? Il y a Julien qui disait que, vous l'avez dit, le PSG choisit ses matchs et je pense que le choix est très vite pour eux. L'objectif pour eux est d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que je pense qu'ils ont simplement eu une crainte pour le match de samedi, c'est de pas avoir de blessés. Parce que s'ils ont vraiment Verratti blessé et s'ils ont un autre cadre qui est blessé, ça va faire un peu mal, je crois, pour le PSG la semaine prochaine pour la Ligue des Champions. Après, on verra bien pour eux, mais ce match, pour moi, si on fait nul, ce serait très très bien. Alors, on va refaire un tour. Baptiste, quels sont les joueurs, quelle est l'équipe que tu mettrais par rapport justement à ces contraintes de sélection, au jeu parisien et par rapport au dernier match qu'on a pu voir sur le LOSC ces dernières semaines? Alors, tu fais bien de poser la question, François, parce que je m'amusais à l'instant à faire l'équipe que j'aimerais bien avoir. Donc, je le fais rapide. Moi, je jouerais en 3-4-3 avec Mike Maignan en goal. Je jouerais avec une défense à 3 avec Botman, Sheka,
qui est très bon en défense centrale et qui peut vraiment presser, quitte à aller un peu plus haut que Font et Botman. Donc Font, bien sûr, je mettrai à gauche Renildo et on a une coupure Chassembré suspense. au milieu et je mettrai devant. On était coupé à Renildo. On avait Renildo et après on a été coupé. Renildo et Diallo à droite. Pardon, il y a eu Sanchez et André au milieu. Je mettais Bamba, Bourak et Ikoné devant. Après, pour faire rentrer Yazice et Davy, donc du coup en super sub et vraiment à partir de la 60e, vraiment mettre de l'impact. Et ce qui ferait qu'on joue en 3-4-3 et avec ce schéma, jouer en 5-2-3, voire même en 5-3-2, si jamais Ikoné ou Bamba venaient à revenir avec Sanchez et André. Donc avec cela, on pourrait amener vraiment des joueurs vers l'avant et pour faire des centres en plus, puisqu'on sait que Lille actuellement aime bien centrer, même si ça ne les réussit pas. Et derrière, ça fait un 5 joueurs défensifs avec Sanchez et André qui pourraient même redescendre. Ça va occasionner beaucoup de problèmes à Neymar pour faire ses grilles et à Mbappé, je pense, pour aller seul face au but. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez, mais moi, cette compo, elle me plaît bien. Je vois notamment Christophe qui est abasourdi par autant de précision. Je pense, Arnaud, que pour la prochaine émission, il faudra qu'on investisse dans un tableau noir derrière, dans la chambre de Baptiste pour qu'il puisse nous faire les démonstrations. Christophe, plus sérieusement, même si bravo pour la complétude de l'analyse de Baptiste. Alors, de façon peut-être un peu moins détaillée, tu vois quoi comme atout pour Lille contre le PSG? Quels sont les joueurs que tu mettrais en avant dans un match sur un contexte aussi particulier? J'aimerais bien voir Xhaka, mais le problème, c'est que ce garçon est tellement dans l'impulsion et dans l'agressivité. Ce qui me fait peur, c'est qu'il prenne un carton trop vite. Et je voudrais pas qu'on se pénalise justement avec des joueurs comme ça. Après, quand j'entends que Sanchez, tu voudrais le mettre un peu, même s'il peut redescendre. Si tu fais descendre Sanchez, il va finir derrière les buts. Donc ça, c'est inquiétant aussi. Enfin voilà, il y a le périph' juste à côté. Il faut faire gaffe. Donc voilà, moi j'aimerais bien quand même avoir un milieu de terrain costaud et puis le fait d'avoir Diallo sur la droite ne m'embêterait pas. De toute façon, on ne centre plus depuis 6 mois, donc que ce soit Selic ou Diallo, c'est pas ça qui va nous faire marquer sur les centres. De toute façon, on n'en a pas vu depuis tellement longtemps, donc je me souviens même plus la dernière fois qu'on a marqué sur un centre, si on en a marqué cette année, ou sur corner, parce que c'est pareil, sur corner, on a dû marquer 2 buts cette année. Donc voilà, je voudrais quand même asseoir un peu le milieu de terrain et j'aimerais bien voir Xhaka plutôt que Soumaré, par exemple. Georges, est-ce que tu as des avis sur la composition idéale pour aller rencontrer le PSG? Moi, j'avais une première idée qui était de tester l'équipe qu'on avait mis face au Gazélec pour tenter le théorème de Julien sur la saison 2021-2022. Mais plus globalement, non, je sais pas, je pense qu'entre le Covid de Célic qui va sûrement nous en priver. Alors, c'est vrai qu'il n'y avait pas eu beaucoup de centres. Le dernier centre, par anecdote, je crois que c'est contre Strasbourg et c'est un centre de Benjamin André. Donc, c'est ça. Pas un centreur attitré, quoi. Je sais pas, je pense qu'il faut repartir avec ce qui ressemble le plus possible à notre équipe type, avec beaucoup de questions, parce que je crois que c'est Adrien qui évoquait les joueurs qui forcément une vraie baisse de régime. Moi, il y a un joueur vraiment qui m'inquiète depuis un moment, c'est Bamba. Je pense que Bamba, ça fait 2 mois que j'ai l'impression que je ne vois plus éliminer personne, comme il y avait une aisance funambulesque en première moitié de saison. Là, Bamba, c'est beaucoup plus compliqué. Je crois que ça joue aussi, d'ailleurs, c'est un petit peu tous les attaquants de couloir qui sont en grande difficulté. Alors, Ikoné notamment, parce que c'est vrai qu'il alterne un petit peu droite à gauche. Yazice, ça va pas du tout. Mais je pense qu'il faut piocher dans l'eau. Je fais confiance. Je pense que Galtier saura trouver le bon équilibre. Moi, je reviens sur l'idée qu'il nous faut un grand Sanchez. Alors, je sais pas du tout ce qu'il a donné avec la sélection, puisque je boycotte les éliminatoires de la Coupe du Monde comme je boycotterai cette Coupe du Monde. Mais j'espère qu'on va le récupérer à son meilleur niveau, quoi. Il a joué un quart d'heure, a priori. Oui, il a pas joué. Un petit quart d'heure. Voilà, il n'a pas joué contre l'Azerbaïdjan, il a joué un petit quart d'heure sur le match de la Serbie. Et ce soir contre le Luxembourg, je ne sais pas si quelqu'un a les images, s'il était titulaire d'entrée, je n'ai pas l'info. Il était titulaire, mais j'ai pas les images. Et pour le quart d'heure qu'il a joué ce week-end, le dernier Renato Sanchez qu'on a vu à Lille, qui recule beaucoup pour toucher des ballons, mais qui fait pas
qui casse pas des lignes, quoi, qui n'est plus le Renato qu'on avait vu en première partie de saison. Il est bien titulaire et le Luxembourg mène à 0 contre le Portugal. Ah bah Georges, spécialiste des pronostics, c'est le moment d'intervenir. Il y a une cote à aller chercher. Adrien, dans ce match du PSG, donc même si on a compris que tu le voyais très difficile, quels sont les joueurs qui peuvent être des atouts pour ce match particulier? Joe Bamba, si on retrouve le vrai Joe Bamba, en fait, beaucoup de joueurs, si on les retrouve vraiment, c'est ça qui est assez compliqué. Mais je pense que Joe Bamba, parce que déjà, il n'y a personne à mettre à sa place, parce que c'est lui qui a fait, je pense, le plus de... qui a cassé le plus facilement les reins de ses adversaires, en fait, tout simplement. Et je trouve que Jonathan Iconé, ça fluctue. Une fois, c'est bon, une fois, c'est pas bon. Pendant 5 minutes, ça l'est. Pendant 10 minutes, ça l'est plus. Il a joué là en équipe de France, espoir, il a marqué, donc tant mieux, mais je pense pas que ce soit lui qui fasse sa plus grande différence face au Paris Saint-Germain. Moi, je compterais sur une attaque Jonathan David, Burak Yilmaz devant, parce que David, je pense qu'on peut pas s'en passer par contre. Il a eu le temps de se reposer quelques jours avant de revenir à Luchin. Il n'a pas joué en sélection. Je pense que vu le poids qu'il fait peser sur les défenses, quand on sait qu'IPMB, de temps en temps, il se permet de se lancer une petite folie, je pense qu'il faut garder Jonathan David devant pour justement forcer la défense à être soit très très attentive, soit faire des erreurs. Et après, je pense que Bamba sur un côté, de l'autre côté, je mettrais peut-être Iconé parce que voilà, il faut en mettre un. Si Araujo arrête de jouer sur Twitch, pourquoi pas mettre Araujo? Et puis défensivement, Renildo ou Bradaric, je pense que Renildo part avec de l'avance, c'est sûr. Bradaric, il me semble qu'il est un peu plus rapide, donc je mettrais peut-être Bradaric. Et j'ai pas confiance en Xeka en défense centrale. C'est mon avis. D'accord. Arnaud, tu as un avis là-dessus? Est-ce que les internautes réagissent sur ce sujet? Non, mais par contre, l'avis, c'est vrai que moi je pense que l'équipe, moi je suis pas entraîneur, je suis pas sélectionneur, je suis rien du tout. L'équipe que Galtier va prendre, ce sera la meilleure qui sera possible au temps voulu, enfin au moment voulu. Après, c'est vrai que quand on a vu un peu j'ai simplement regardé les images vite fait de Iconé, si on a un penalty contre le PSG, faut le laisser tirer. Une Panenka sur Navas, ça peut toujours bien. Et si on a un coup franc, le Kral il peut aussi le tenter aussi, sur son but en Turquie aussi, c'était pas mal aussi. Non, plus sérieusement, je pense qu'on aura peut-être une revanche vis-à-vis du match de coupe. Je pense qu'on a très mal joué ce match de coupe. On l'a pas pris au sérieux ou quoi, aux caisses. On avait peut-être trop de pression. Je pense que les joueurs de Lille devront se remontrer un peu leur force qu'ils avaient il y a quelque temps, comme Adrien. Si tout le monde pouvait revenir déjà à un niveau supérieur, peut-être pas leur top du top, mais revenir à leur niveau qu'ils avaient il y a quelques mois, ce serait l'idéal. Je vais conclure sur ce match du PSG, sauf si quelqu'un veut rajouter quelque chose. Pour moi, il est évident que Paris, intrinsèquement, est nettement plus fort que LOSC. Il n'y a pas photo là-dessus. Il est évident que Paris est devenu finalement le favori. Est-ce qu'il l'était toujours finalement, mais là ils sont vraiment marqués favoris pour le titre de champion de France et que ce sera très difficile. Maintenant, à ce jour, c'est un championnat qui est quand même très très bizarre. Des contextes particuliers, on voit que tout le monde peut gagner n'importe où, les écarts sont très très faibles et pour l'instant on est toujours à égalité de points avec le Paris Saint-Germain. Donc je crois, et je le disais dans une excellente émission de radio la semaine dernière, ce qui est important surtout c'est de ne pas avoir de regrets à la fin, notamment de ce match-là. C'est qu'il faut le jouer à fond avec effectivement un groupe qui va être forcément réalisé par Christophe Galtier en faisant l'audit des retours des internationaux, de forme des uns, de la récupération des autres. Il y a certainement déjà son plan de jeu, déjà son idée, mais qui sera forcément complété par le retour des internationaux. Je crois que Lille, il faut qu'il joue
crânement leurs choses, ne pas avoir de gré. Ils s'en prendront peut-être 4, j'en sais rien. Ils pourront peut-être accrocher les Parisiens. Ce qui est important, c'est, bon, même si il y a des défaites, il restera 7 matchs par la suite. Comme je le disais, il y a aussi les poursuivants qui ont un calendrier qui n'est pas si facile que ça, et on en abordera dans la dernière partie de l'émission. Donc une défaite n'est pas forcément éliminatoire, si peut-être pour le titre, mais en tout cas pour le podium, certainement pas. Et ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le LOSC ne doit pas avoir de regrets, c'est ça l'essentiel. Ils doivent prendre du plaisir et essayer de retrouver leur allant qu'ils avaient encore il y a quelques semaines. Et on peut espérer quand même que sur certains joueurs qui étaient en difficulté, qu'on voyait en retrait par rapport en fin d'année, on parlait de Joe Bamba, on parlait de Jonathan David, qui, Adrien d'ailleurs, n'est pas un aussi gros poids qu'on veut bien le dire, parce qu'il a quand même beaucoup maigri par rapport au début de saison. Oui. Je laisse la blague à Baptiste, qui me l'a soufflé dans mon oreille. Donc on a beaucoup de joueurs qui étaient un peu en recherche d'un second souffle. Je pense également à Benjamin André, qui était aussi un peu en difficulté par moment. Et c'est vrai que cette trêve leur fera peut-être du bien, et ça permettra peut-être de revenir et de retrouver de l'allant qui leur permettront peut-être d'accrocher le Paris Saint-Germain, ou en tout cas de continuer à croire jusqu'au bout à un titre, un podium, ou en tout cas une qualification en Ligue des Champions. Là, j'ai pas posé de questions, j'ai été long, mais j'ai pas posé de questions. Je vous propose de passer à l'ex-deuxième et maintenant dernière partie de l'émission, à savoir les chances de la bande des 4, entre guillemets. Comment vous voyez le podium en fin de saison ? Là aussi, c'est une question que je vais poser d'abord à Adrien, parce que je sais qu'il la pose souvent dans son émission. À quelle place tu vois comment tu vois le podium d'ici la fin de saison ? Je sais que tu interroges souvent les auditeurs là-dessus. Quels sont les avis finalement des supporters lillois que tu peux recevoir sur France Bleu ? Est-ce qu'ils sont plutôt confiants ? Quel est ton classement finalement, toi, selon ton sentiment ? Là, je trouve qu'au niveau des places, c'est beaucoup plus facile de poser la question que d'y répondre. Mais pour y répondre, comme je te le dis, je pense que en cas de victoire face à Paris, Lille redeviendra mon favori pour le titre. Je pense que les 2 premières places, elles sont pour Paris et pour Lille. Et je pense que Lyon, mais je le pense et depuis des semaines et des semaines, que Lyon peut perdre des points contre n'importe qui très facilement, et je pense que Lyon peut facilement sauter du podium sans que ce soit problématique, qu'ils ont été très longtemps dépendants du mec qui vient de Milan, de Paqueta, sans être très bon. Quand ils ont des bons joueurs comme Kadewere, Rudy Garcia, il a assez futé pour se dire, vu que Kadewere est bon, je le remets sur le banc et je vais faire jouer des mecs qui sont moins bons. Du coup, je pense que vraiment, tactiquement, il ne profite pas vraiment des qualités de son équipe. Et je pense que ça peut coûter cher à Lyon, pardon. Et je pense que Lyon finira 4e, mais sera déjà content de retrouver la Coupe d'Europe. Et au niveau des pronostics, en général, pour mes auditeurs, on va dire que dans l'ensemble, ils sont plutôt, en général, ils valident la place sur le podium. Le titre, c'est de plus en plus dur d'y croire. Et puis, on a toujours 1 ou 2 anxieux qui me disent, comme Sylvain Charlet, qui travaille avec moi et qui sera de retour demain dans notre émission, qui est toujours très, très prudent et très, très peureux, on va dire, et qui nous dit Monaco est fort, donc Monaco va repasser devant. Sauf qu'ils vont d'abord repasser devant Lyon avant de repasser devant Lille. Et dans ce cas-là, c'est Lyon qui est 4e, quoi. Voilà, le calendrier aura certainement un rôle très important à jouer dans cette fin de saison. Je rappelle, Lille, il leur reste 8 matchs de championnat. Potentiellement, Paris, c'est 16 matchs, s'ils vont jusqu'au bout de la Ligue des Champions et de la Coupe de France. Lyon et Monaco, qui sont toujours qualifiés en Coupe de France, ils ont potentiellement 3 matchs de plus à rajouter dans un calendrier qui est déjà serré. Comment tu vois cette fin de saison, Christophe ? Tu es plutôt confiant ? À quelle place tu vois le LOSC terminer ? Quel est ton quatuor ? Enfin, dans quel ordre tu vois ton quatuor dans la fin de saison ? On en a déjà parlé tout à l'heure, plutôt confiant pour la place de 2e, oui. Monaco, je crois que ça ferait vraiment un beau podium. Paris, Lille, Monaco. On n'en a pas parlé du tout pour l'instant, mais je pense qu'il y a un élément qui peut être important au-delà du calendrier. C'est un problème contractuel que peut avoir Lyon avec son coach.
Ils vont entrer dans des phases peut-être déjà de négociation avec d'autres. Ils vont peut-être pas garder Garcia, on en parle beaucoup actuellement. Ils vont peut-être appeler un Galtier. Peut-être, voilà, et se déstabiliser un petit peu comme ça. Est-ce qu'il va aller dans ce club? J'en suis pas certain non plus. Est-ce qu'il a envie d'aller à Lyon? Travailler avec le président lyonnais, ça doit pas être simple. Et on sait que souvent, avec Garcia, ça finit souvent en dos de boudin quand on arrive en fin de contrat comme ça. Et je pense que ça peut être un élément important qui peut se déstabiliser l'équipe. Je pense que c'est pas à négliger quand même. Mais ouais, Monaco qui est une belle équipe, qu'on a réussi à bloquer. Et quand on reparlait du match de Paris tout à l'heure, où on serait peut-être dans la gestion pour essayer de ramener quelque chose de là-bas, Monaco, c'est le seul match où on a réussi à gérer, je pense, depuis le début de saison. Donc voilà, mais voilà, pour revenir à ta question, oui, Monaco 3e et un Lyon 4e, si on ne peut pas faire autrement, mais je les verrais bien en dessous, même si on pouvait. J'aime pas trop ce club. Pour en revenir à la rumeur de Galtier qu'on évoquait à demi-mot là, à l'instant, je souligne quand même celle qu'on a vue cet après-midi d'un journaliste. Alors, Baptiste, tu me rappelles le nom du journaliste? C'est Dominique Sévrac. Voilà, qui dans un article réussit à dire en même temps qu'il avait des informations comme quoi Galtier allait signer à Lyon, mais qu'il allait peut-être signer à Lille. Donc je pense que dans ces conditions, il vaut mieux pas faire d'article, là, ce sera peut-être beaucoup plus simple. C'est un mi-temps, c'est un mi-temps. Voilà, il y a un côté, en fait, il fera les matchs aller à Lille et les matchs retour à Lyon. Il faut voir comment ça peut se fonctionner. En tout cas, Galtier, il a toujours pas, il nous le dit et il nous le répète très souvent, il n'a toujours pas commencé à discuter de ce qui se passera pour la fin de son contrat. Donc, je pense qu'il veut vraiment prendre le temps et que justement, lui, tant qu'il n'a pas eu peut-être d'appel d'autres clubs français, je pense que vraiment dans sa tête, lui, il jouera le coup à fond et que ce sera moins perturbant pour Lille que Garcia à Lyon. Alors, on a déjà évoqué ce sujet. Je crois qu'il y a deux éléments qui, à mon avis, empêchent Christophe Galtier d'échanger dès aujourd'hui pour finalement une éventuelle prolongation de contrat. C'est d'abord, tu l'as dit, c'est qu'il veut certainement ne pas parasiter finalement sa fin de saison avec des négociations en interne, ça c'est clair. Et ensuite, il attend aussi certainement de savoir quelle va être la vraie stratégie du club par rapport au prochain mercato. On a évoqué il y a une quinzaine de jours ici avec Julien les risques par rapport aux obligations de remboursement que pourra avoir le club, donc de revendre une bonne partie des joueurs majeurs. Il est évident que si le club doit se séparer, doit s'affaiblir sportivement, il est peu probable que Christophe Galtier puisse s'investir dans un nouveau projet au LOSC. Ça paraît évident. Un autre point que je voulais mettre en avant, qui peut peut-être parasiter cette fin de saison, c'est notamment sur Facebook un auditeur habitué qui nous disait est-ce que les négociations sur les primes de match, sur le gel des primes de match ne peut pas avoir un impact dans les différents clubs. C'est le cas par exemple à Lille, c'est le cas au PSG où à un moment on évoquait les difficultés du PSG par rapport justement aux primes sur la finale de la Ligue des Champions qui avait été gelée. Je ne sais pas la situation à Monaco. Je sais qu'à Lyon, ils ont réglé le problème avec une participation à l'actionnariat dans le club. Est-ce que vous ne pensez pas que ces décisions financières puissent un peu impacter l'investissement des joueurs sur cette fin de saison? Georges, toi qui es un spécialiste de l'argent dans le football. De l'argent dans le football, oui. Il n'y a que dans le football que j'ai... Non, mais non, je sais pas du tout. J'espère pas, sincèrement. J'espère pas. En plus, je me demande si c'est réellement dans leur intérêt. Ce serait pas se tirer une balle dans le pied parce que, quoi qu'il arrive... Pour eux, l'avenir doit se dessiner aussi éventuellement ailleurs, si d'aventure ça se passait mal. Donc, moi, sur ce que j'ai vu vivre de ce groupe, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose. C'est la première fois depuis longtemps que je retrouve une équipe avec un supplément d'âme. Donc, non, je ne pense pas que de ce point de vue-là, et puis comme tu le dis, de toute façon, ça impacte aussi les autres clubs. Mais alors, je ne pense pas et surtout je l'espère pas, quoi, parce que ce serait quand même terrible de justement foirer la fin de saison sur une affaire de pognon, quoi. Alors comment tu la vois cette fin de saison par rapport justement au calendrier, aux objectifs, aux forces et faiblesses de chacune des 4 équipes concernées?
moi, j'ai envie de dire, c'est vrai que bon, on évoquait l'idée que ça fait un moment que ça joue pas terrible, mais on a encore franchi. Enfin, je veux dire, le palier, on l'a vraiment franchi contre Nîmes parce que les matchs précédents, faute d'être efficace, l'équipe restait solide. Il y avait un bloc qui tenait bon. Et là, le match de Nîmes, moi, m'a sérieusement inquiété sur justement des failles que j'avais pas vues avant. C'est-à-dire que à chaque fois que Nîmes est monté, il y a eu danger, il y a eu réellement, on sent un effritement, une érosion. Alors, j'espère que c'est l'accident, parce que si c'est pas le cas, moi, disons que j'ai en tête un scénario catastrophe qui pourrait ressembler à la fin 2007, quoi, où il y a eu une espèce d'éclatement du groupe. Sinon, je dis, c'est toujours très compliqué sur cette saison. C'est que Paris a un coup d'avance. Paris est très costaud. J'ai envie de dire, c'est vrai que j'avais pas fait mon podium. Moi, il y a le podium dont je rêve. Ce serait Lille 1er, Monaco 2e, Lyon 3e et Paris 4e. Je sais que celui-là, il va être très compliqué. Mais sinon, j'ai envie de dire, le titre, j'y crois ni pas plus, pas moins qu'avant. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a Paris en embuscade, que si le championnat reprend une courbe rationnelle, alors c'est plié. Mais justement, on peut rester... moi, je crois vraiment que ça va dépendre justement de tous les joueurs qui vont... je suis à peu près d'accord sur l'idée que Lyon va se retrouver dans une situation un petit peu plus compliquée, que Monaco va grappiller, la question est de savoir jusqu'où. Donc les 2 premières places peuvent être très envisageables, encore que je suis pas loin de penser aussi comme Charlet, ça arrive que éventuellement on pourrait avoir quand même le désagrément de voir Monaco passer devant, quoi. Ça me paraît pas totalement impossible, mais tout dépend. Je pense vraiment la clé, quand je disais se rassurer contre Paris, c'est aussi essayer de me faire oublier le cauchemar nîmois, quoi. Alors Baptiste, pour cette fin de saison, tu restes bloqué par le cauchemar nîmois ou tu restes confiant en disant finalement c'est peut-être qu'un accident et on n'a pas perdu toutes nos qualités démontrées cette saison? Pour moi, de toute façon, tout dépend de quel visage on montrera. Il va falloir vraiment se retrousser les manches, parce que c'est vrai que le visage de Lille qu'on a vu depuis janvier n'est pas du tout celui qu'on aimerait voir, et celui qui est entre guillemets à l'image du LOSC, c'est-à-dire un grand club capable de faire de grandes choses, comme on a pu le voir par exemple face à Milan. Après, je t'ai juste à dire, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais le match face au PSG, en cas de victoire, n'est pas non plus, je vais dire, qualificatif, entre guillemets, pour le titre. Puisqu'après, il y aura quand même des grosses réceptions, des gros déplacements. Il y aura Metz, Montpellier, Lyon, donc 3 matchs par la suite. Ça va être compliqué, puisque Metz, avec Frédéric Antonetti, a une super équipe cette saison, ils peuvent vraiment faire chier le LOSC. Montpellier, pareil, vraiment, s'ils jouent très bien, et Lyon aussi. Donc, ça va être très, très, très compliqué. Maintenant, moi, je ne sais pas si je suis objectif ou quoi, mais j'y crois vraiment à cette première place du LOSC. Pour moi, c'est la saison jamais, et je sens vraiment qu'il y aura un supplément d'âme, une victoire face à Paris et une continuité après face à Nîmes, face à Montpellier, une victoire face à Lyon, et ensuite on déroule et on est premier, j'espère vraiment, mais je reste là-dessus. C'est ça. Baptiste vient de nous rassurer. Arnaud, tu as quelque chose à rajouter? Tu crois aux chances de Lille? Tu crois que les confrontations directes entre Lyon, Monaco, Paris, Lille vont finalement fixer l'ordre du classement en fin de saison? Oui, je pense que déjà le match de samedi est important. On verra déjà un peu dans la mentalité et la forme de Lille sur ce match-là. Après, il y a une seule équipe parmi les 4 premiers là, que les 4 premiers vont rencontrer, c'est Lens. Lens va jouer un peu le trouble fait. Parce qu'ils rencontrent, ils vont rencontrer Lille la 36e journée. PSG à la 35e journée. Là, ils jouent Lyon le week-end prochain. Et ils jouent la dernière journée Monaco. C'est la seule équipe qui joue contre les 4 premiers. D'accord. Donc, nous, on joue la 36e, c'est ça? 36e, ouais. C'est ça. Le titre à Bollard, j'en rêve. Non, mais après, c'est totalement l'inverse à Lens. Hein. Ça, j'imagine. J'espère bien. Après, c'est Baptiste qui disait que Metz est bien chiant. Il pourrait nous embêter. Mais s'il pouvait déjà embêter Lens, ce serait déjà pas mal, parce que
S'ils pouvaient arriver 5e, ce serait bien aussi pour nous, on va dire. Mais après, c'est vrai que le classement, moi je pense que Monaco va repasser 3e sur minimum. Faut espérer qu'une chose, c'est qu'il ne repasse pas 2e. Parce que, comme dit Georges, s'il passe 2e, bah, c'est nous. Hein. Il nous passe devant. Je pense pas que le PSG va faiblir, sauf s'il passe contre le Bayern de Munich. S'ils veulent absolument, enfin, s'ils gagnent contre le Bayern de Munich, je pense qu'ils voudront absolument gagner cette Ligue des Champions et vont peut-être faire, entre parenthèses, l'impasse, enfin, sans faire l'impasse, du championnat. Parce qu'après, c'est vrai que ils ont quand même des beaux petits matchs à jouer encore, le PSG. Et quand on regarde un peu le classement, le PSG à domicile, je savais pas, mais je viens de voir, ils ont quand même 4 défaites. Et ils en ont 2 d'affilée. Alors, comme on dit, le dicton disait, jamais 203. Je viens de le voir, là, j'avais pas vu ça, mais ils ont perdu contre Monaco, 2-0, et Nantes, 1-2. C'est qui les gros adversaires qu'ils ont en championnat? Parce que moi, ce que je vois, c'est Strasbourg, c'est Saint-Etienne, c'est Stade Brestois. Enfin, avec tout le respect que j'ai pour eux. Hein, mais... Bah justement, Strasbourg joue très bien en ce moment, et il remonte pas mal. Après, Saint-Etienne doit absolument se sauver. Donc c'est toutes des équipes qui... Tadam, Saint-Etienne, ils ont pas de... Ils ont rien pour essayer de surclasser une équipe de ce niveau. Non mais on sait jamais parce qu'il doit se sauver aussi. Pas grand chose non plus. Hein. Et en attendant, on les a pas battus toutes ces équipes. Hein. Ouais, voilà aussi. Ouais, bien sûr. Au niveau des adversaires, sur le calendrier à proprement dit, effectivement, le calendrier de Paris paraît beaucoup plus favorable que les autres. Ils rencontrent dans l'ordre Lille, Strasbourg, Saint-Etienne, Metz, Lens, Rennes, Reims, Brest, donc des équipes qui sont soit en bas de classement, mais surtout en milieu de classement, en fait, qui n'ont certainement pas grand-chose à jouer. Et c'est un gros avantage pour eux, alors que les 3 poursuivants ont un calendrier plus difficile. La difficulté du calendrier du PSG, c'est, je le rappelle, s'ils vont au bout de la Coupe de France et au bout de la Ligue des Champions, ça leur fait 16 matchs, ça leur fait 2 matchs par semaine jusqu'au terme du championnat. Et c'est ça qui peut effectivement faire la différence, même si, je rejoins complètement Adrien, ils ont largement les moyens de faire tourner et ils ont 2 équipes qui peuvent aligner alternativement sur chacune de ces compétitions et ils feront certainement tourner sur des adversaires plus faciles en championnat de France. Mais ce que je voulais simplement dire, c'est que Saint-Etienne, Strasbourg, ils sont pas encore sauvés. Et ces équipes-là vont rencontrer le PSG, donc ils devront faire le match du siècle aussi, comme l'a fait Nantes contre le PSG aussi. Je pense qu'ils vont tout donner sur ce match-là pour pouvoir essayer de se sauver, parce que c'est proche la fin. Donc c'est peut-être mieux de jouer contre des équipes qui sont sûres d'être encore en Ligue 1 l'année prochaine que jouer contre des équipes qui sont à essayer de se sauver. C'est pas Dijon, on va dire. Dijon, ils sont cuits déjà. Donc, Petit aparté d'ailleurs, parce que François, tu parlais des confrontations directes. Et c'est vrai que j'avais entendu par votre presse qu'on disait tout va se jouer sur les confrontations directes. Et au final, qu'est-ce qu'on voit? On fait un super match à Monaco, on se fait toller contre Nîmes. Paris perd contre Nantes, contre Lorient. Monaco, sa fin de série, c'est à Strasbourg. Donc finalement, est-ce que c'est seulement les confrontations directes? Après, c'est vrai que la question de tout le calendrier restera à savoir... quand on arrive dans le Money Time, les équipes qu'on affronte qui vont avoir, pour lesquelles il va y avoir un enjeu. C'est vrai qu'en fin de saison, l'idéal, c'est de jouer toutes les équipes qui, à partir de, si j'en ai de la fin, seront en tongs. Il y en aura certainement. Donc, j'ai l'impression que c'est encore indécis pour situer toutes ces petites équipes, justement, qui peuvent être de vrais pots de pu à affronter. Voilà. Qui sont pas nécessairement et on l'a vu cette saison sur un malentendu, tout le monde peut gagner n'importe où à part Dijon, mais je veux dire, en gros, il y a quand même, c'est vraiment une saison très particulière et plus que les confrontations directes, presque envie de dire, je me demande si le match qui suit le PSG me fait pas plus peur que le match du PSG, quoi. Oui, tout à fait, c'est ça. Moi, je suis exactement comme le dit Georges. C'est vrai qu'on joue le PSG, mais après, c'est Metz. Et Metz est en route pour la Coupe d'Europe, peut-être. Donc, ils sont en 6e, si je me trompe pas. Donc, ils peuvent... ils sont 6e ou 7e, je sais plus, il faudrait que je regarde. Ils sont Metz... Ah non, ils sont 9e. 9e, ouais. Oui, ils ont un peu reculé, là. Ils ont un peu, ouais. Après, s'ils gagnent, ils peuvent vite remonter. C'est tellement serré, que ce soit en bas ou que ce soit en haut, c'est hyper serré. Et c'est ça que tous les matchs vont être importants. Pour moi, là, c'est les 8 derniers matchs qui se jouent.
il n'y a pas de petites équipes, à part Dijon, il n'y a pas de petites équipes, il n'y a pas de grandes équipes. À Dijon, il n'y a plus d'équipe. Non, il n'y a plus d'équipe du tout. Mais je veux dire par là, c'est que tout le monde peut se sauver et tout le monde peut être qualifié en Europe. Ouais. Donc c'est ça. C'est tellement serré. Moi, quand on regarde le classement, là, je regarde le classement. Metz peut se retrouver en Coupe d'Europe. Donc le 9e peut se retrouver en Coupe d'Europe. Mais quand je regarde bien, allez, Reims, Bordeaux, qui est 12e, 13e, ils peuvent se retrouver relégués. Ça va être hyper dangereux. Celui qui va se couper les quelques matchs qui arrivent là, ils peuvent soit descendre, soit être européens. Christophe, je te vois réagir. Je voulais aussi ajouter une chose, c'est que toutes ces petites équipes comme Metz, Strasbourg, alors moins Reims parce qu'il n'y a pas trop de public là-bas, mais il y a un élément important, c'est justement contre ces petites équipes où Paris va jouer contre une équipe qui va finalement avoir un petit supplément d'âme en moins. Quand on prend Strasbourg et ses supporters, quand on prend Lens et ses supporters, on peut le mettre en avant aussi, hein, tous ces clubs-là. Il y a plein d'équipes comme ça où, techniquement, on les sait nettement inférieurs, mais il y a ce petit supplément qui vient du supporter et puis de l'ambiance de ce match contre le gros du championnat qui sera absent. Et là, on va se retrouver avec une équipe parfois B de Paris Saint-Germain qui est largement au-dessus techniquement. Et donc, ce petit supplément ne sera pas là et ça va leur manquer à ces petites équipes. Sauf à Dijon. Ouais. Donc pour résumer, comme Dijon en plus a la particularité de ne rencontrer aucune des 4 équipes de tête, hein, on se dirige donc vers autant de finales. Donc il y a des journées de championnat, chaque match va être une finale et on l'a vu sur ces dernières semaines. Effectivement, chaque match peut être un piège pour toutes les équipes. Dijon rencontre Monaco. Hein. Autant pour moi, ça m'avait échappé. Donc Monaco a 3 points déjà. Voilà. À moins que. À moins que. Ouais. Alors, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou est-ce qu'il est 21h48 ? On a dépassé l'heure d'émission. On va pouvoir rendre l'antenne peut-être sur la dernière question que vous connaissez toutes. Hein, vous savez qu'il y a un match samedi, donc qui dit match dit pronostic. Alors, on a évoqué la tendance. On n'a pas été précis dans le score, et vous savez qu'au Bistro Aélos, non seulement on donne le score, mais on donne les buteurs. Alors, Adrien, je te vois complètement gêné par la question. Alors, bien évidemment, comme je te vois gêné, je vais commencer par toi. Bah, évidemment. Un but partout, Jonathan David. Waouh. Finalement, tu n'es pas si pessimiste que ça. Hein. Bah, je me dis que Lille doit avoir confiance en ses qualités. En fait, il y a plein de qualités et c'est surtout ça qu'il faut retenir. Hein. Je pense que s'ils sont en mesure de faire le job, ils sont en mesure de concurrencer le Paris Saint-Germain sur 90 minutes. Hein. Georges, toi qui es notre spécialiste S-pronostic. Alors, on va en revenir, je pense, à la dernière victoire du LOSC au PSG, c'était il y a 25 ans. Donc, à l'époque, Baptiste était un concept. J'y étais. Voilà. J'y étais personnellement. Donc, on va dire en hommage, comme à l'époque, victoire 1-0 avec un Navas contre son camp. À l'époque, c'était Lama, voilà. Tout à fait. Pour les plus anciens, c'était 1-0, but de Colo avec un prendage de but à la con par Bernard Lama, selon les guignols de Canal+. Voilà. Baptiste, est-ce que tu as un pronostic malgré finalement cette absence de culture historique ? Mais c'est bien, c'est que cette saison, les séries se créent et d'autres se referment. Donc ça, c'est Lille cette année a déjoué toute série déjà. Donc on se rappelle à Rennes, etc. Donc là-dessus, les séries s'enlèvent. Mais moi, je vois bien une victoire de Lille 2-1. Donc j'espère vraiment avec, on va dire un petit but de Cheka et un but de Burak Yılmaz. D'ailleurs, quand je regarde les cotes, la cote de Paris est à 1,66 et celle de Lille est à 5,25. Donc les bookmakers ont choisi leur camp du coup, dans ce match. Et le 5-4 ? Ah, c'est peut-être pas le bon match pour choisir le 5-4. 500. Christophe, est-ce que tu as un pronostic sur ce match ? Oui, un peu comme Adrien, je vois bien un match nul, un partout, avec un premier but de Weah le week-end. Ce serait le début d'une nouvelle série, comme disait Baptiste. Donc voilà. Arnaud, est-ce que tu as des pronostics ? Est-ce qu'il y a des pronostics sur les réseaux sociaux et les chats ? Oui, alors il y a Section Lincel qui dit 0-1, but d'André.
Et ils vont offrir l'écharpe si c'est véridique. Ah, il a baissé ses ambitions. Habituellement, c'est après un doublé d'André. Hein. Donc là, que c'est Paris Saint-Germain, on a des ambitions beaucoup plus limitées. Julien, lui, prévoit 2-1 pour Lille. Pour ma part, moi, je vois un bon vieux 0-0. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va se finir comme match nul. Je vois un match nul. Sinon, il y avait une question pour Adrien. C'est Losk Boy qui dit ça. Comment les podcasts sont-ils organisés et à partir de quelle heure sont-ils téléchargeables? Les podcasts du bistrot? Non, pas du bistrot. Si tu veux piquer la place à François. Hein, je deviens vieux, il faut penser déjà à mon remplacement pour l'année prochaine. Non, pour notre émission, ils sont. Donc ça s'appelle 100% Club Style, émission de France Bleu Nord. Demain, on aura spécial LOSC en plus, donc vous pourrez écouter attentivement tout ça sur le sprint final. Et c'est disponible en fait en réécoute avec le flux RSS. Là, c'est disponible en réécoute quasiment dans la seconde après la fin de l'émission. Donc à partir de 20h, 100% Club Style sur le site de France Bleu, vous avez l'émission du jour qui arrive 30 secondes après que j'ai dit au revoir. D'accord, c'est Losk Boy Brest, c'est pour ça. Donc il est comme il est de Bretagne, c'est pour ça qu'il demande. Hein, donc je pense que moi je le savais. Donc. Et ça reste disponible une journée ou une semaine? Bon, plus d'une semaine, il me semble. Je réécoute peu mes émissions une semaine après, mais je pense qu'il y a un peu plus d'une semaine. D'autres pronostics, d'autres questions sur les réseaux sociaux? Non, il y a simplement Julien qui dit qu'il y avait annoncé 2-1, doublé de Yilmaz, c'est tout. Après, là-dessus, non, il n'y a rien de plus. Et... Non. Ouais, et puis moi, sous la torture, je ne vous donnerai pas mon pronostic parce que vous savez que je suis très mauvais et que je me refuse à pronostiquer Paris Saint-Germain par superstition. Voilà, nous avons fait le tour de l'actualité du LOSC cette semaine, qui était une actualité indirecte. Donc, on peut se retrouver l'année prochaine. Alors, je voulais remercier Adrien de sa disponibilité. Merci, Adrien, d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'accueil. Hein. Et tu sais qu'on vient de temps en temps de dire un petit bonjour dans 100% Ch'ti. Hein, on a une chanson, ça dépend des fois. Ah oui, il y a des avis qui sont parfois un peu spectaculaires. Donc merci Adrien de ta venue ce soir. Merci à nos piliers de bistrot habituels. Merci à Georges, merci à Baptiste, merci à Christophe, merci à Arnaud pour la réalisation. Merci à tous les internautes qui ont posé des questions avant, pendant et qui poseront des questions après l'émission. N'oubliez pas que notre podcast sera disponible pendant extrêmement longtemps sur la chaîne YouTube du Bistrot d'Allez le LOSC. Vous pouvez le voir également sur le groupe Facebook. Vous aurez le résumé cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez liker, transférer, porter la bonne parole du Bistrot à tous vos amis des réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis bravo Bourak qui vient de marquer sur penalty apparemment, donc d'après nos informations. Donc je vous dis donc bonne semaine. Je vous dis allez les LOSC, à très bientôt et rendez-vous donc mardi prochain. Bonne soirée tout le monde. Bonsoir.